Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Sans surprise, la bataille pour la présidence de l'UMP va se résumer à un duel entre François Fillon et Jean-François Copé. L'ancien Premier ministre et le secrétaire général du parti ont récolté respectivement 45 000 et 30 000 parrainages. Et tous deux se livrent déjà une âpre bataille faisant craindre un certain ténor de l'UMP. Un combat fratricide, peut-être aussi rude que la guerre Chirac-Balladur. Notre invité ce soir pour en parler, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, dans un instant. C'est une semaine très politique qui s'ouvre, marquée par les journées parlementaires. Celle du centre, des Verts, du Front de gauche et à venir, celle des socialistes et de l'UMP. Un sujet commun, le traité budgétaire européen qui sera discuté demain en Conseil des ministres. Le Front de gauche y est farouchement opposé. Les Verts hésitent à le ratifier et le Parti socialiste menace ses partenaires récalcitrants. C'est un sujet qui va faire débat. La garde des Sceaux a lancé aujourd'hui une réflexion sur la lutte contre la récidive. Christiane Taubira veut proposer une nouvelle approche axée sur la réinsertion et en finir avec le tout carcéral. Une piste est à l'étude, la probation, qui existe dans certains pays comme au Canada, mais pas en France. Alors de quoi s'agit-il précisément et cela peut-il fonctionner chez nous? C'est le débat du mardi soir avec de nombreux invités, dont l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier. C'est tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et ce sont des dessins qui risquent de raviver la polémique toujours en cours dans le monde arabe. L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo publie dans son numéro à paraître demain, en pages intérieures, des dessins représentant le prophète Mahomet. Le directeur du journal Charb assume ce choix et prévient, je cite, que ces dessins choqueront ceux qui vont vouloir être choqués. Plusieurs réactions politiques dès ce soir. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault désapprouve tout excès et appelle à la responsabilité. Laurent Fabius s'est dit contre toute provocation, tout en rappelant l'existence en France de la liberté d'expression. Réaction aussi à noter du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, qui lance un appel au calme. Enfin, le Conseil français du culte musulman se dit consterné par la publication, je cite, de ces dessins insultants. Dans l'actualité, ce soir, la loi des parrainages a rendu son verdict éliminant Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Henri Guénaud. Ce sera donc sans surprise un duel, un match attendu entre François Fillon et Jean-François Copé, la droite décomplexée contre la droite sociale et humaniste. Verdict le 18 novembre prochain et déjà la bataille est rude. Le récit de la journée avec Mathilde Bélanger. Des dizaines de cartons déchargés d'une camionnette. Les parrainages de Jean-François Copé sont arrivés à la mi-journée au siège de l'UMP. 32 000 signatures, annonce le camp du secrétaire général du parti. Il est alors sûr d'être en tête. Je suis vraiment très heureux de voir le nombre aussi important de militants qui m'ont apporté leur soutien dans cette première phase. Et ça m'a énormément ému parce que je vois bien derrière cela qu'il y a une adhésion, un projet auquel nous croyons profondément les uns et les autres pour la reconstruction de notre famille politique. Mais en fin d'après-midi, coup de théâtre. Nous avons reçu à ce jour 45 000 parrainages. Le chiffre a été gardé secret jusqu'à la dernière minute. Il dépasse de loin celui qui était avancé dans la matinée. Les cartons sont plus gros et plus nombreux. La bataille de l'image bat son plein. Vous avez pu contrôler tout à l'heure les apports d'autres candidats. Vous pouvez mesurer le volume que cela représente. Il n'y a pas de bataille de chiffres. Il y a une confiance forte des militants. Au-delà des candidats, 6 motions ont été déposées par les différents courants du parti. Toutes ces candidatures doivent désormais être vérifiées et les parrainages contrôlés un par un travail sous contrôle d'huissier qui prendra une dizaine de jours. Et puis elle est née aujourd'hui, la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre qui entend occuper le centre de l'échiquier politique, a lancé l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Et tout cela à l'occasion des journées parlementaires centristes. Nous y étions avec Jérôme Rabier. Toutes les chapelles du centre sont venues pour la photo de famille de l'Union des démocrates et indépendants, l'UDI. En leader enfin affirmé, Jean-Louis Borloo ne cache pas sa satisfaction. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'historique dans cette journée. Nous sommes tous là pour annoncer que, tous ensemble, nous avons décidé de créer l'UDI, de créer une formation politique centrale de plein exercice.
Fini les querelles d'ego, les anciens ennemis auront leur place dans la nouvelle organisation. Les échecs cuisants du passé auront eu raison des plus récalcitrants. On a décidé de se regrouper, de se rassembler. Très honnêtement, la galaxie centriste était devenue un halo très pâle et très éloigné de la planète Terre, à tel point que c'était pour les Français absolument illisible. Une galaxie centriste qui attire même quelques étoiles déçues du MoDem. Je peux vous dire que l'immense majorité d'élus locaux, de responsables locaux du MoDem partagent tout à fait ce point de vue. Reste à convaincre François Bayrou, habitué des combats en solitaire. L'UDI pourrait alors retrouver le lustre de son ancêtre, l'UDF. Et autre journée parlementaire cette semaine, celle des Verts et du Front de gauche, et un sujet commun de préoccupation, le futur projet de traité budgétaire européen qui sera discuté demain en Conseil des ministres. Le Front de gauche y est farouchement opposé et les Verts toujours divisés sur le sujet, tentent toutefois de calmer le jeu. On voit tout cela avec Sophie Normand. À la veille de son examen au Conseil des ministres, les parlementaires n'ont qu'une seule chose en tête, le traité budgétaire européen. Au Front de gauche, les élus sont vent debout contre ce texte synonyme d'austérité. Des élus qui comptent bien se faire entendre. Je ne sais pas combien de temps il faudra au président de la République pour se rendre compte que ça ne le mène nulle part. C'est-à-dire que loin de ramener les finances publiques à l'équilibre, cette politique d'austérité va aggraver tous les déséquilibres. Et le plus important d'entre eux, c'est celui qui va se vivre dans la société. Ce traité va imposer l'austérité, pas simplement aux États. Quand on parle du déficit, c'est pas simplement le déficit du budget de l'État, mais il va imposer l'austérité aussi au budget de la sécurité sociale, mais également au budget de toutes les collectivités territoriales. Si l'aile gauche du PS a annoncé qu'elle voterait contre le pacte européen, Jean-Luc Mélenchon lui réclame un référendum. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, le traité est aussi dans tous les esprits. Le TSCG, qui pourrait bien semer la discorde parmi les parlementaires. L'heure est donc à l'apaisement. À titre personnel, je pense que le TSCG ne mérite pas l'importance qu'on lui donne actuellement. Et donc si on commence à dire qu'on veut une discipline de vote absolue sur ce sujet, c'est lui donner une importance qu'il n'a pas. Donc moi je préfère qu'on arrive à un consensus sur le vote. Si on n'y arrive pas, franchement c'est pas un drame. Hier, c'est Pascal Canfin, l'un des deux ministres écologistes du gouvernement, qui appelait les élus verts à ne pas s'opposer à la ratification du traité début octobre, au moment où plusieurs d'entre eux l'envisagent. Et l'invité politique du 22h, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Est-ce que Merci. vous regrettez ce soir qu'il n'y ait pas d'autres candidats pour la présidence UMP que François Fillon? Les statuts de l'UMP ont été respectés. C'est vrai que les candidats, pour être en lice, ont dû collecter beaucoup de parrainages. Et ça semble, de façon unanime, un peu beaucoup, et les statuts devront être révisés. Ceci dit, la moindre des choses, c'est de ne pas changer la règle du jeu avant un match, puisque l'expression est utilisée tout à l'heure, et par conséquent, simplement, les statuts ont été respectés, ce qui est une bonne chose. Et vous reconnaissez qu'on atteint là les limites d'un système, peut-être les limites de la démocratie à l'UMP? Mais non, pas du tout. Au contraire, l'exercice qui est en cours est un exercice profondément démocratique, puisqu'il a fallu rassembler des soutiens, et rassembler 8000 soutiens au minimum, et j'ai entendu que les candidats qui seront appelés à être concurrents en ont rassemblé beaucoup plus. C'est un signe de démocratie. Et puis ça vaut quand même mieux que ce qui s'est passé au Parti socialiste, où on a vu le nouveau premier secrétaire choisi par l'ancienne première secrétaire, qui lui a du reste laissé la place avant même que les militants ne ratifient son élection. Alors certains ténors de l'UMP, comme Alain Juppé et Bernard Accoyer, craignent le scénario d'un combat fratricide entre les deux hommes, un peu comme la guerre qui a été très rude entre Chirac et Balladur, qui a laissé tant de traces. Est-ce qu'il y a un risque selon vous? Je vais vous dire d'abord une conviction absolue, c'est que le président de l'UMP, qui forcément aura défait son concurrent, retrouvera derrière lui la totalité du parti, et y compris son compétiteur. Tout le monde sera uni derrière lui. Non, ça n'est pas un vœu, c'est ce qui ressort très clairement de la tonalité de toutes les réunions auxquelles je puis assister, et qui sont nombreuses. Toutes les semaines, il y a une réunion du bureau politique, c'est très clairement ce qui se fait. C'est pas ce qui ressort de ce qui se passe entre les deux camps en ce moment? Non, vous avez parfois des petites les noms d'oiseaux, les petites phrases? Non, évidemment, et tout ça, il faut l'éviter. Mais enfin, ce qui compte, c'est la présentation des idées. Ça me semble absolument fondamental. Nous avons essuyé 2 défaites. Il y a un certain nombre de raisons sur lesquelles il faut se pencher. Et il faut constituer
un socle actualisé sur le plan doctrinal pour rassembler les Français autour de l'UMP. C'est ça l'enjeu. C'est donc un débat d'idées qui est en cause. Vous venez de dire qu'il faut se pencher sur les raisons de la défaite. Oui. Vous ne l'avez pas suffisamment fait à l'UMP ? Si, bien sûr, mais enfin, il faut le faire et il faut en tirer des conclusions en termes d'orientation et de programme. Et à mon sens, la première des conclusions à tirer, c'est de se préoccuper des problèmes concrets des Français. Justement, c'est un duel, une bataille, on dit un match entre deux poids lourds, Copé et Fillon. Selon vous, lequel se penche plus sur les problèmes concrets des Français? Lequel soutenez-vous? Pour l'instant, la campagne va démarrer. Donc, mais vous les connaissez bien, les deux hommes. Oui, mais bien sûr, mais j'attends ce qu'ils vont dire. Je sais, par exemple, comme tout le monde, que Jean-François Copé va publier un livre. François Fillon écrit beaucoup d'articles. Tout cela révèle de la réflexion. Tout cela mérite attention. Comme Michel Alliot-Marie ou encore Bruno Le Maire, vous ne choisissez personne, ou est-ce que vous réfléchissez encore et vous annoncerez votre décision? Mais je ne sais pas, mais aujourd'hui, j'observe, j'écoute. Mais vous allez finir par choisir? Pour moi-même, oui. Donc ça, c'est sûr. Mais vous exprimez publiquement ce choix. Je ne sais pas, je ne ferai pas forcément part de mon choix public. Bon, alors, sans nous dire votre choix, selon vous, qui a les meilleures qualités pour rassembler les différentes sensibilités, les chapelles de l'UMP? Mais chacun des deux candidats dit qu'il a les meilleures qualités. Donc, voyons ce qui va se passer. Alors, qui est le mieux à même de jouer bien le rôle de premier opposant aujourd'hui? Je crois que l'un et l'autre ont fait la démonstration qu'ils sont des opposants farouches, d'excellents débatteurs, qu'ils savent s'opposer au Parti socialiste et au gouvernement. Et ils ont bien raison de le faire parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, Claude Guéant, qui défend le mieux, avec le plus de conviction et de sincérité, le sarkozysme et son héritage aujourd'hui? Et ça vous tient à cœur. Vous voulez vraiment absolument me faire Absolument dire pas. Ce que je ne souhaite pas dire, tout simplement parce que je n'ai pas une opinion définitive. Peut-être que l'un le défend plus que l'autre, sans que ça n'influence votre choix. Il n'y a aucun problème. Nicolas Sarkozy a été soutenu par François Fillon, son Premier ministre. Leur action a été conjointe pendant 5 ans, c'est tout à fait clair. Jean-François Copé était le secrétaire général du parti. Il a mené un combat homérique, extrêmement courageux, extrêmement dévoué pendant toutes les campagnes. Voilà, je crois qu'on peut leur décerner à tous les deux un vrai brevet de sarkozysme. Avec la même note. Et pour moi, ça compte. Est-ce que l'un des deux, ou est-ce que les deux pourraient vraiment s'effacer si Nicolas Sarkozy décidait de revenir? Jean-François Copé le dit, vous le croyez? Il l'a dit, donc il a pris le peuple à témoin. Vous connaissez les ambitions de ces deux hommes, vous croyez qu'ils s'effaceraient? Mais les ambitions sont légitimes, et par ailleurs, je ne sais pas si Nicolas Sarkozy reviendra. Mais vous l'espérez? Au fond de moi-même, oui, ça c'est clair. Au fond de moi-même, et ça je le dis publiquement, ça c'est vrai. Ça vous pouvez le dire. Alors sans parler des deux hommes, on va parler de la droite, idéologiquement. Est-ce que vous êtes pour une droite décomplexée ou une droite sociale et humaniste? Mais, écoutez, il n'y a aucune contradiction entre une droite décomplexée et une droite sociale et humaniste. Vous savez, des courants que l'on appelle des mouvements au sein de l'UMP, parce que c'est le terme statutaire, se sont créés. Alors il y a la droite rurale, la droite urbaine, la droite humaniste, la droite libérale, etc. Mais quelle contradiction y a-t-il entre tout cela? On peut très bien, on peut parfaitement bien être humaniste, avoir une préoccupation sociale profonde, réelle, réfléchie, tout en reconnaissant que nos concitoyens éprouvent un certain nombre de problèmes auxquels il faut apporter des réponses. Mais est-ce que vous êtes pour une droite qui reprend sans complexe? C'est avoir une politique sociale, Une droite qui reprend sans complexe les thèses du Front National pour mieux asphyxier, dit-elle, le parti de Marine Le Pen, ou est-ce qu'il faut une droite qui se rapproche plus du centre et de la nouvelle formation de Jean-Louis Borloo qui est l'UDI? Ça, c'est une question précise entre les deux. Vous avez deux questions en une seule, à vrai dire. J'observe avec intérêt la création de l'UDI que Jean-Louis Borloo avait déjà amorcé voici quelques mois sur le plan parlementaire. Et ce que je voudrais noter de façon très ferme, c'est que lui, Hervé Morin, qui s'est exprimé tout à l'heure, disent clairement que cet ensemble se situe à droite, en alliance avec l'UMP. Jean-Louis Borloo l'a dit, c'est le centre droit. Dans ce cas-là, il faut une alliance? C'est un centre droit, donc il est à droite. Enfin, c'est le centre, mais il n'hésite pas entre la gauche et la droite. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il n'y a personne à l'UMP, je n'ai entendu personne, aucun courant, ni même aucune personnalité, qui exprime des thèses du Front National. Ce qui est vrai, c'est que certains insistent,
mais à vrai dire, les deux candidats que vous venez de citer insistent l'un et l'autre sur ces points, sur le fait qu'il y a des préoccupations de nos concitoyens qui méritent des réponses. Il se trouve que ces préoccupations sont traitées à sa façon par le Front National. Nous ne le traitons pas, mais nous voulons par exemple réguler l'immigration, tout simplement pour qu'elle soit une réussite, qu'elle se traduise par une véritable intégration et que nous restions une société et une nation unie, fidèle aux principes de la République française, c'est tout. Claude Guéant, tandis que la colère, les violences et la polémique ne retombent pas suite au film anti-islam avec de nombreuses manifestations encore aujourd'hui, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo publie demain dans ses pages intérieures des dessins représentant le prophète Mahomet. On l'a dit tout à l'heure, Jean-Marc Ayrault désapprouve tout excès et appelle à la responsabilité. Quelle est votre réaction ce soir? Je précise juste que Charlie Hebdo rappelle le principe de la liberté d'expression. La liberté d'expression existe et il faut la préserver, certes. Cela étant, je pense que ces publications de dessins que je n'ai pas vues, mais dont je comprends le sens, d'après ce que vous dites, est regrettable. Je crois qu'il y a du respect à avoir pour les religions. Il faut respecter nos compatriotes musulmans. Il y a 4 à 5 millions de musulmans en France, dont 1 million sont des pratiquants réguliers. Il faut les respecter. Je crois qu'il y a une sensibilité à exprimer lorsqu'on est responsable de la diffusion d'un grand journal. Et c'est dans ce contexte qu'un appel à manifester a été lancé hier ou il y a quelques jours à Paris, dans d'autres villes de France, avec pour slogan « Touche pas à mon prophète ». À Paris, la manifestation devrait se poursuivre devant l'ambassade américaine. Si elle a lieu, est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas ? Écoutez, je ne connais pas toutes les données. Quand une manifestation est organisée, les organisateurs présentent à la préfecture de police un projet d'itinéraire, par exemple. Il me semble en tout état de cause exclu que cette manifestation puisse aboutir devant l'ambassade américaine. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut l'interdire parce que c'est une manifestation qui va encore déchirer notre peuple, qui va blesser les musulmans de France, susciter des sentiments que nos principes condamnent et puis froisser aussi l'immense majorité de nos concitoyens. Merci Claude Guéant. Restez avec nous. On va poursuivre avec la chronique nette d'infos comme tous les mardis soirs, désormais avec Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a agité les réseaux sociaux ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Sonia, je voulais vous montrer cet extrait du JT de TF1 que vous connaissez sûrement, bien que vous n'étiez pas né. C'était le 18 février 1976. Regardez. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Alors Sonia, aujourd'hui, voilà, la peur fait le buzz, puisque Véronique Jeunesse, alias Julie Lescaut, connue sur Twitter sous le pseudo TweetNana, a littéralement embrasé le web. Invitée par Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, elle a déclaré tout de go qu'elle était islamophobe. Regardez. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, islamophobe. Islamophobe, ça veut dire, la phobie, c'est la peur. Hein, c'est bien ça. Oui, c'est la peur de l'islam. Alors, effectivement, peut-être je suis islamophobe. Et ce soir, j'ai fait mon coming out. Oui, probablement que je suis, comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que vous avez peur de l'islam. Islamophobe. Mais oui, et puis, tout ce qu'on voit autour de nous fait effectivement que cette phobie, elle existe. Elle existe parce que on voit des choses qui font peur. Caroline, on imagine qu'il y a eu beaucoup de réactions d'internautes. Ce fut immédiat sur Twitter. Il faut dire que Véronique Jeunesse tweet beaucoup. Elle n'en est pas à son premier coup d'éclat. Le 31 août dernier, elle avait posté ce tweet « L'islam est dangereux pour la démocratie », ce qui lui avait valu les foudres d'un autre comédien, Mathieu Kassovitz. En toute logique, son dérapage d'hier soir a déclenché un raz-de-marée de réactions rageuses sur Twitter. Je vous passe, Sonia, les pics acerbes et les blagues douteuses autour du jambon Madrange dont elle a incarné longtemps la publicité. Alors face à cette avalanche de tweets, la comédienne a passé une partie de la journée à répondre, arguant de la liberté d'expression et expliquant que islamophobie voulait dire avoir peur.
difficile à tenir, tant et si bien qu'en milieu d'après-midi, elle écrit, je la cite, « Bon, je suis fatiguée de prêcher dans le désert », c'est une expression pas très bonne en l'occurrence, « on tourne en rond, je vous laisse, soit, mais Internet n'oublie jamais et ce dérapage risque bien de lui coller à la peau. » Et Caroline, Internet est en surchauffe depuis aussi le film anti-islam dont on vient de parler avec... Oui, Sonia, alors les réseaux sociaux, on s'en souvient, avaient été un outil d'information et d'organisation lors du printemps arabe. Eh bien, ces réseaux sociaux sont aujourd'hui malheureusement le réceptacle d'échanges d'une rare violence. Et les médias, il faut le dire, ont leur part de responsabilité. Ainsi, Newsweek qui met en une cette semaine une photo d'homme barbu en colère avec ce titre « Muslim Rage », la colère des musulmans. Sur son site, le magazine américain a invité les internautes à commenter cette une avec le mot-clé, le hashtag Muslim Rage. Finalement, peu de commentaires islamophobes sur Twitter. Les internautes en ont plutôt profité pour la tourner en ridicule avec des commentaires qui valaient leur pesant d'or. « J'ai peut-être la rage musulmane, mais c'est caché sous mon niqab », écrit Yacine, ou encore Jamal qui tweet « Colère des musulmans, mon chameau ne veut plus mettre sa ceinture de sécurité ». Ouf, Sonia, l'humour, est toujours là malgré tout. L'amour aussi. L'amour aussi, en islam. Une réaction ? Oui, effectivement. Il y a une incompréhension, il y a une peur de l'islam. On observe cela, mais il faut tout faire pour surmonter cela. Et je crois que nous avons effectivement l'irruption dans le paysage français de ce qu'il existe, un certain nombre de musulmans qui professent de l'extrémisme. Et il faut tout faire pour que la religion musulmane, qui est pratiquée par l'immense majorité de nos compatriotes musulmans, soit paisible, assumée par l'ensemble de notre société, bien acceptée. Que c'est bien sûr. Mais bien sûr, il faut que. On a dit que vous en aviez prononcé quelques-unes. Mais ce serait bien qu'on les décortique. Et je pense qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, on les comprendrait mieux, parce que le seul objectif, c'était que les choses se passent bien pour l'ensemble de nos compatriotes et que tous ensemble, nous restions fidèles à nos grands principes républicains, y compris la laïcité. C'est dit. Merci beaucoup Claude Guéant. Merci Caroline. Restez avec nous. Regardez, après tout ça, je vous propose quelques belles images du tout nouveau département consacré justement aux arts de l'islam au Louvre. Plus de 1300 ans d'histoire. Et le président Hollande qui l'a inauguré ce matin en a profité pour exprimer un message de paix et pour rendre hommage aux arts et civilisations islamiques. On l'écoute. L'honneur des civilisations islamiques est d'être plus anciennes, plus vivantes et plus tolérantes que certains de ceux qui prétendent abusivement aujourd'hui parler en leur nom. Il est l'exact contraire de l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam en portant la violence et la haine. La suite du 22h à présent et dans un instant le débat du mardi soir sur le projet lancé par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, autour de la lutte contre la récidive. Nous vous parlerons d'une nouvelle peine qui pourrait arriver en France. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. La tension monte d'un cran entre la Chine et le Japon. Aujourd'hui encore, les Chinois étaient des milliers dans les rues pour protester contre leurs voisins nippons. L'objet de la discorde, ce sont elles, Senkaku et Diaoyu, des îles riches en pétrole et en gaz que le gouvernement japonais compte nationaliser prochainement. Aujourd'hui, la situation a atteint son point culminant, car c'est l'anniversaire de l'incident de Mandchourie. Tout le monde espère que c'est une journée exceptionnelle et que les choses vont se calmer. Une situation en effet non sans conséquences économiques. Depuis lundi, pour assurer la sécurité de leurs employés, plusieurs entreprises japonaises installées en Chine, comme Toyota, Panasonic ou Canon, ont fermé leurs portes. Une page se tourne pour François Chérec. Après 10 ans à la tête de la CFDT, le secrétaire général passera la main en novembre prochain. Laurent Berger, le numéro 2 du syndicat, assurera l'intérim et prendra sa place. La transition devrait donc être moins houleuse qu'à la CGT où la succession de Bernard Thibault se joue sur fond de psychodrame.
Une armée de femmes sans uniforme, c'est l'idée défendue par les Femen, un mouvement féministe venu d'Ukraine et devenu populaire pour ses prestations seins nus. Ce matin, un bataillon franco-ukrainien a inauguré son premier camp d'entraînement en France, dans ce quartier parisien. Lorsque l'on s'en prend à la liberté des femmes, le Femen est toujours là pour protester avec leur voix, leur corps dévêtu. Ce sont des armes nues. Certaines membres du Femen ont dû fuir l'Ukraine récemment pour avoir mené des actions en faveur des Pussy Riot. Le regard de Plantu du Monde se penche sur le cas des retraités. Sollicités par la Cour des comptes pour participer à l'effort de désendettement et abandonner leurs avantages fiscaux, ils n'apprécient guère et menacent même de partir vivre là où certains pensent aussi à l'exil, en Belgique. Et cette question ce soir dans le 22h, la prison est-elle une machine à récidiver alors qu'elle devrait permettre au contraire la réinsertion des détenus dans la société? Le sujet est bien sûr sensible, c'est le thème de notre débat ce soir avec de nombreux invités. Mais d'abord regardez ce reportage de Joachim Ropp qui s'est rendu en banlieue parisienne à la maison d'arrêt de Fresnes. Lundi matin, maison d'arrêt de Fresnes en banlieue parisienne, l'un des 191 établissements pénitentiaires français. Réunion informelle entre surveillants. Tu sais qu'il y a un cas un peu difficile, le sourd est muet, donc il n'arrête pas de taper, donc les autres détenus, ils vont choper quoi. La violence en prison, un mal récurrent. Raquettes, règlement de compte, c'est le quotidien des détenus. Violence aussi envers les surveillants pénitentiaires. C'est des insultes quotidiennes, c'est des crachats au quotidien et c'est des agressions physiques. Ça peut aller de la simple bousculade jusqu'à ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, un collègue qui s'est fait lacérer le visage à un coup de lame de rasoir. La surpopulation carcérale favorise les tensions. Et pour 57 000 places disponibles, la France compte 67 000 détenus, souvent désœuvrés, comme l'a constaté Janie, visiteuse de prison depuis plus de 10 ans. Il y a des files d'attente partout, que ce soit pour le travail, pour le centre scolaire, puisqu'il y a l'école en prison, et pour toutes les activités, le sport, les activités culturelles. Donc il y a beaucoup de détenus qui tournent en rond et c'est très très dommage par rapport à leur socialisation, par rapport aussi à la préparation de la réinsertion. Aujourd'hui, seul un détenu sur 4 travaille. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté regrette aussi le manque de suivi à la sortie. Chacun se retrouve aujourd'hui à la porte de la prison, mal outillé, mal armé pour se réinsérer dans la vie, sans travail, sans logement et par conséquent avec une grande tentation de tout recommencer. Ne pas replonger, se réinsérer, c'est justement l'objectif de l'association Aurore. Regardez le programme aussi, il y a pas mal de choses, donc vous aussi faites vos choix, que ce ne soit pas toujours nous qui choisissons. Cuisine et repas en commun, ménage quotidien et de nombreuses activités. Ici, vous avez le planning de toute la semaine. Les pensionnaires sortent de prison ou bénéficient de peines aménagées. Malik a passé près de 7 ans en détention, il a ici 3 mois pour reprendre pied. Quand on sort de prison sans accompagnement, on risque de rechuter. Vous retournez dans votre univers et puis il y en a dans leur univers, c'est des braquages, c'est des deals, c'est tout ce que vous voulez, mais sauf du travail. Développer les aménagements de peine et mieux accompagner les sortants, des pistes étudiées par le ministère de la Justice. Objet de nombreuses lois sous la précédente majorité, la gauche s'attaque à son tour à l'épineux sujet de la lutte contre la récidive. La garde des Sceaux a lancé ce matin une conférence de consensus sur la récidive. Elle veut réfléchir à d'autres pistes que le tout carcéral. On en parle avec nos invités, l'ancien garde des Sceaux et actuel sénateur Union centriste et républicain du Rhône, Michel Mercier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également Jean-René Le Serre, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Nord, rapporteur également du projet de loi autour du risque de récidive criminelle. Avec nous également Serge Portelli, bonsoir. Vous êtes magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Je ne suis pas sénateur. Non, peut-être que vous allez le devenir, hein. Je ne sais pas si c'est un souhait. Et Jean-Pierre Sueur qui vous dira comment on le devient peut-être, sénateur socialiste du Loiret et président de la commission des lois au Sénat. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Michel Mercier, est-ce qu'il y a un besoin de remettre à plat aujourd'hui la lutte, les moyens de lutte contre la récidive? Je pense que de toute façon, on a toujours à se poser la question. Et qu'on n'a pas, je ne pense pas malheureusement qu'il y ait une solution absolue, sinon on aurait probablement trouvé depuis longtemps. Il faut donc regarder un peu les choses. C'est vrai qu'il faut éviter la sortie sèche de prison, il faut continuer à suivre les gens, et tout cela mérite des organisations à mettre en place. Il faut voir aussi
et que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de politique du tout carcérale. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christiane Taubira qui dit, écoutez, il faut sortir, il faut casser le consensus sécuritaire des années Sarkozy qui reposait sur une logique d'exclusion et de non-réinsertion. Non, mais vous avez employé l'expression tout carcéral. C'est elle qui veut proposer des pistes sur le tout carcéral. Je ne vous accuse pas. Non, mais je vous précise. Je ne vous demande pas de dire ce que dit Mme Taubira. Je veux simplement dire qu'il n'y a pas de tout carcéral dans ce pays. Il y a à peu près 300 000 personnes qui sont sous main de justice. Il y en a 68 000 en prison, avec 58 000 places, et c'est vrai qu'il y a un problème de surpopulation pénale dans certains établissements, notamment dans l'Ouest, à Nantes. On vient d'ailleurs d'ouvrir un établissement il y a quelques semaines. Mais il y a aussi 12 000 personnes qui sont sous bracelet électronique. Ça ne marche pas forcément aussi bien qu'on voudrait. Et puis il y a plus de 180 000 personnes qui sont suivies en dehors du système carcéral. Donc on peut pas dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un système tout carcéral. Après, on a bien entendu des problèmes à l'intérieur des prisons. Alors, on va en parler. Jean-Pierre Sueur, sur ce thème déjà. Sur ce thème, j'apprécie comme toujours la diplomatie de Michel Mercier. Mais la vérité, c'est que pendant des années, non pas les sénateurs, mais l'exécutif a dit, redit, qu'il fallait davantage de personnes dans les prisons, toujours plus d'enfermement, en laissant croire que plus il y a de gens dans les prisons, plus on est en sécurité. Et ce simplisme-là, Christiane Taubira a le grand mérite de rompre avec lui en disant, dans cette circulaire qu'elle produit, qu'elle va rendre publique demain, voyez-vous, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de récidives après les séjours en prison. Voyez-vous, lorsqu'il y a un court séjour, et qu'après, dans 60% des cas, il y a récidive à la suite de ce court séjour, est-ce que ce ne serait pas mieux de trouver des alternatives, et il y en a, elles ont été citées, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt général, tout ce qui peut éviter cette rentrée dans le milieu pénitentiaire qui donne de mauvaises habitudes et qui crée la récidive. Jean-René Lesser, sur le constat, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que le taux de récidive a augmenté malgré les très nombreuses lois Michel Mercier, je prends les chiffres de la chancellerie, alors ils sont faux. Non, je crois surtout, si vous voulez, que nous avons voté une loi très importante lors de la dernière mandature, qui est la loi pénitentiaire. Loi pénitentiaire qui, au Sénat, d'ailleurs, a eu un consensus assez large. La loi pénitentiaire, elle disait déjà ce que dit Mme Taubira, c'est-à-dire qu'en matière délictuelle, l'emprisonnement est le dernier recours. Simplement, il a fallu, parce qu'il y avait une pénurie de places de prison, ce que reconnaît tout le monde, y compris Mme Taubira, il a fallu construire les places de prison d'Albin Chalandon en un temps, de Pierre Ménury ensuite, puis de Dominique Perben. Et on sait que Mme Taubira disait qu'il fallait encore 6000 places. Mais après, sans doute faut-il s'arrêter et faire en sorte de développer enfin ce que prévoyait la loi pénitentiaire, les alternatives à l'incarcération, les aménagements de peine. Pour cela, cesser de recruter des surveillants de prison, mais recruter plutôt des personnels d'insertion et de probation qui permettent de les réussir. Et je crois qu'on sera sur le chemin pour lutter contre la récidive. Sur ce discours, vous serez d'accord. Plus de personnel pour la réinsertion. Il y a actuellement 4000 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. On va dire en gros des travailleurs sociaux. Il y a 26 000 gardiens de prison. Ce sont des chiffres qui sont désastreux, qui auraient pu être rectifiés depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'on a eu une politique de recrutement de gardiens de prison, mais qui n'était pas le fruit du hasard. Plus on veut construire de prisons, plus on recrute de gardiens de prison. Ça paraît à peu près évident. Mais sur le constat, moi, d'abord, je vous félicite pour le reportage qui me paraît tout à fait juste. Les chiffres, vous les avez cités tout à l'heure, mais effectivement, ils sont accablants. Et ce qu'il faut dire, c'est que, de façon peut-être un peu caricaturale, mais la prison conduit à la récidive, de façon quasi certaine. Vous avez des études qui ont été faites à l'époque où vous étiez encore ministre, que vous devez connaître,
et qui, en fait, des études qui ont suivi, où on a suivi des gens qui étaient sortis de prison en 2002, 2003, puis on a regardé dans les 5 années qui suivaient, qu'est-ce qu'ils devenaient. 46% de ces gens étaient à nouveau condamnés à des peines d'emprisonnement. Donc, on peut dire qu'à peu près la moitié des gens qui vont en prison récidivent, en tout cas, sont à nouveau condamnés. Et là où le constat est accablant, je trouve quand même un peu pour vous, prie de m'excuser, c'est que vous avez fait 2 politiques, en fait. Une première politique qui était celle que vous avez effectivement énoncée, même dénoncée, c'est que vous avez eu 3 mois après la prise de fonction de Nicolas Sarkozy, une loi qui est sortie au mois d'août, qui prévoyait les peines planchées. C'était le début de la logique, j'allais dire, de votre gouvernement de l'époque sur la prison, c'est-à-dire sur la récidive. Prison. Je termine juste là-dessus. Chaque année, vous avez voté une loi, ce qui traduisait d'ailleurs l'échec total de ce type de politique. Et puis vous avez voté, effectivement, mais là je vous félicite, une autre loi qui avait une autre logique. C'était cette fameuse loi dont on a parlé en 2009, la loi pénitentiaire. Mais elle disait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait aménager toutes les peines inférieures à 2 ans de prison. C'est-à-dire que le gouvernement était schizophrène ? Ben écoutez, je n'osais pas le dire, mais c'est vous qui le dites. C'est une question. Vous posez une question avec délicatesse et tact. Vous pouvez me remercier de ma compréhension, mais je regrette beaucoup de ne pas avoir été ministre aussi longtemps qu'a bien voulu le dire M. Portelli. Et c'est, je pense, une facilité de langage dont il use, parce que moi j'assume en effet ce que la majorité précédente a voté, comme M. Le Cerf peut l'assumer également, puisqu'on était membre de groupes qui étaient à la majorité, même si on n'était pas toujours d'accord sur tout. Je veux simplement dire qu'il faut aussi que vous évitiez de faire une présentation trop manichéenne des choses. À ce que je sache, les peines planchées, les magistrats peuvent toujours les écarter. Et je crois bien que c'est ce qu'ils font dans la majorité des cas, et si je ne me trompe pas. La moitié. Non, un peu plus de la moitié. Et je le sais parfaitement, un peu plus de 60%. Je vérifiais encore ce soir. Et je trouve ça très bien. Moi, je fais confiance absolue aux magistrats. Vous étiez bien sale. Je fais confiance absolue aux magistrats. Et toutes les personnes qui sont en prison, c'est qu'elles ont été condamnées. Pour un grand nombre. Et qu'on essaye. Et je rappelle également que 85 000 personnes qui ont été condamnées ne voient pas leur peine de prison exécutée. Parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Et c'est une réalité, il faut bien le voir. Donc je crois qu'il faut qu'on essaye de ne pas s'envoyer des vérités absolues, définitives à la figure, et qu'on soit capable de relativiser et de trouver des choses et des chemins. Et puisque nous paraissons tous satisfaits de la loi pénitentiaire, il y a une chose qui reste à faire, et en commission des lois, on s'en est préoccupé, c'est effectivement faire en sorte qu'elle soit réellement et totalement appliquée. Parce que la loi pénitentiaire est vraiment un bouleversement dans l'univers carcéral. Et pour l'imposer à l'administration pénitentiaire, pour l'imposer aux différentes pesanteurs qui peuvent exister, il y a un travail considérable à faire sur la possibilité de revoir le régime des fouilles, de revoir les conditions de détention, sur la possibilité de donner du travail et de la formation professionnelle aux personnes qui sont détenues. Car si vous donnez aux personnes détenues du travail et de la formation professionnelle, eh bien vous limiterez systématiquement la récidive. Jean-Pierre Sieur, et puis on va parler d'une piste concrète de la garde des Sceaux. Oui. Ça a été une volonté de remplir les prisons en disant aux magistrats, voilà ce que vous devez faire. Et c'est vrai que la loi, c'est l'article L132-18 du Code pénal, voté par du temps de M. Sarkozy. Elle permettait aux juges de s'en affranchir. Toutefois, un garde des Sceaux, pas vous, a fait une circulaire en disant n'en tenez pas compte et appliquez strictement les peines planchées, si bien que dans la circulaire que rend publique demain Madame Taubira, que je me suis procuré ce soir, eh bien, elle dit qu'il ne faut pas tenir compte de cela, que les juges sont libres. Deuxième chose. Juste pour une petite précision de détail, quand en tant que juge, je n'appliquais pas la peine planchée, il y avait une circulaire du garde des Sceaux de l'époque qui disait « faites appel de la décision du juge ». Alors si ce n'est pas une incitation quand même à me mettre en prison, il faudrait m'expliquer. Mais c'était une réalité concrète. Est-ce qu'on peut évoquer, Monsieur Portelli a tout à fait raison. J'ajoute juste un mot. Comme l'a dit Jean-René Le Cerf, je suis d'accord avec lui. Ce qui est détestable, ce sont les sorties sèches. Vous savez, nous visitons souvent des prisons. J'ai encore visité une prison. Les gardiens m'ont dit, voilà, hier, 3 sorties sèches. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'une Aucun personne, suivi, c'est ça ? une personne se retrouve sur le trottoir avec son pactage, elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas d'insertion sociale, la famille souvent s'est détournée d'elle et elle est là. Alors si on ne veut pas que la prison soit le facteur numéro 1 de la récidive, il faut que ça se passe autrement, qu'il y ait moins de gens dans les prisons pour s'occuper mieux Peut-être d'eux. que vous l'avez dans cette circulaire. Mais certainement, je ne sais pas. L'approbation, en quelques mots. Je ne sais pas. Alors l'approbation, c'est une piste qui est... Messieurs, l'approbation, c'est une piste qui est défendue par Christiane Taubira. Il s'agit d'imposer aux condamnés toute une série en fait de devoirs et d'obligations en les maintenant au sein de la société, donc pas derrière les barreaux. Ça comprend un accompagnement social qui est approfondi. Est-ce que c'est une bonne initiative? Ça existe déjà dans d'autres pays, au Canada. Ça existe en France aussi. Mais ça existe déjà, mais moi je trouve que c'est très bien. Elle ne serait pas au courant. La garde des Sceaux ne serait pas au courant. Les sursis avec mise à l'épreuve, aujourd'hui, c'est une forme de probation. Mais ça existe déjà, donc, simplement. Ce sont des alternatives à l'incarcération. Développons le travail d'intérêt général. Pour parvenir à ça. Moi, je l'ai relancé. Si vous voulez, moi, je suis favorable à ce qui est de beaucoup de pistes. Pas une seule. Il n'y a pas une seule solution. On a affaire à des gens, à des hommes, des femmes. Bah, il faut adapter la solution à chaque homme et à chaque femme. Ce que dit M. Sueur, c'est vrai, on sort de prison, on n'a rien. Mais ce n'est pas l'administration pénitentiaire. Moi, je voudrais aussi rendre hommage aux gens de l'administration pénitentiaire parce que j'ai découvert ces gens pendant le temps de mon travail de ministre. Ce sont des gens qui ont le vrai souci de respecter la dignité des gens qui sont là, des prisonniers et tout. Mais on voulait un condamné. Il n'a pas de logement. Il n'a pas de travail. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui est la mieux armée. Si on veut aller vers ces solutions, il faut qu'il y ait une chaîne. Il faut qu'il y ait une association de l'État, des collectivités, des associations pour pouvoir faire face au truc. Et dans certains cas, ça va marcher, et il faut le faire. Et dans d'autres cas, parce qu'on aura affaire à des individus qui ne sont pas prêts, il faudra quand même garder la prison. Pour que les téléspectateurs comprennent, monsieur le magistrat, à qui peut s'appliquer cette peine, cette probation? Il y a des magistrats qui suivent les prisonniers. À quel type de condamné? Écoutez, vous avez tous les condamnés qui passent devant le tribunal correctionnel. Donc c'est l'immense majorité des gens qui sont condamnés en France. Il faut se rappeler que devant les cours d'assises, il y a 3000 personnes qui passent chaque année. Donc c'est 3 fois rien. Et de toute façon, on ne peut pas prononcer l'approbation devant la cour d'assises. C'est donc l'immense majorité des gens qui passent en correctionnel et qui peuvent bénéficier de ce traitement-là. Sauf quand on l'interdit. Parce que je rappelle quand même qu'à votre époque, ou à celle d'un de vos ministres qui vous ont succédé ou précédé, on avait interdit dans certains cas, notamment pour des récidivistes, d'avoir recours à la liberté. Je vous ai jamais vu aussi soumis à l'autorité administrative, M. Portelli. Je suis heureux d'être venu quand même ce qu'a été la loi. Pour les récidivistes, c'est vrai. Mais oui, mais ça, il n'y avait aucun problème. C'est une interdiction qui est absolue qu'on ne pouvait pas dépasser. Et l'autre problème pour les juges, c'est pas simplement parce que la loi l'interdisait, mais c'est aussi parce qu'on avait un manque de moyens. Je rappelle quand même quelques chiffres. 4000 fonctionnaires pour gérer... on en a créé 1000 sous Sarkozy. Vous êtes en train de nous dire, et vous êtes d'accord pour nous dire qu'il faut, quand on le peut, éviter vraiment la prison, qu'en dehors de la prison... Encore faut-il avoir les moyens. Quand vous avez vous-même donné les chiffres tout à l'heure. Rendez-vous compte, 4000 fonctionnaires pour gérer 170 000 personnes qui sont sous main de justice, vous pouvez pas. plus les suivent, plus toutes les personnes qui sont en prison. Vous vous rendez compte? Et ensuite, ça arrive à des affaires comme celle de Pornic, où effectivement, tout le monde s'en rappelle, vous aviez quelqu'un qui était récidiviste et qui n'avait pas pu être suivi par le comité de probation, par les conseillers d'insertion et de probation. Et bien ensuite, on était tombé à bras raccourcis sur le juge de l'application des peines, sur le conseiller d'insertion, en disant « vous ne faites pas votre travail ». C'est ça le problème. Oui, juste un mot. Moi, je ne veux pas qu'on travestisse la vérité. Il y a eu pendant des années, en dépit de certains parlementaires de droite et du centre qui n'étaient pas d'accord, il y a eu un discours constant sur le perron de l'Élysée pour nous expliquer que plus on enfermait, plus on remplissait les prisons, plus les gens allaient être en sécurité. Ce discours, aujourd'hui, on voit vos pistes à vous. C'est ce qu'on étudie. Faux. Oui. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait moins de gens dans les prisons, parce qu'on aura développé les alternatives. Et justement, regardez, je vais vous donner un seul chiffre, si vous permettez. Un seul. C'est la fin. Lorsque on aménage une peine, donc il y a l'approbation, tout ce que vous avez dit.
on aménage la peine. On dit on va réduire la peine et vous allez respecter un certain nombre de contraintes sans être dans la prison. Il y a après 60% de moins de récidives que quand on met en œuvre la peine jusqu'à son terme. Donc, il ne faut pas croire ce discours qui consiste à surpeupler les prisons au détriment de la sécurité. On arrive à la fin du débat. Je ne veux pas conclure parce que c'est un débat. Et là, on n'a pas le choix. Mais je veux simplement dire que l'aménagement des peines, ça a existé depuis qu'on a voté la loi. Moi, j'ai veillé à ce qu'elle soit appliquée. Je suis allé moi-même au comité d'aménagement des peines. Michel Mercier, c'est vraiment le mot de la fin. Oui, je suis allé à Évry, là où il y a le plus de prisonniers. On s'aperçoit qu'il y a loin de la réalité au discours, parce qu'il faut trouver un employeur, il faut trouver un logement. Merci. Donc il faut le faire. Et bien sûr, et on l'a fait. Il faut le faire. Merci messieurs. Merci pour ce débat. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à en parler. C'est la fin de ce journal, fin de cette émission tout de suite. Merci à vous, votre émission politique preuve par trois. Je vous souhaite une belle soirée et à demain avec plaisir.